Explorons ensemble le deuxième tiroir dans lequel nous allons trouver les droits de la deuxième génération, les droits économiques, sociaux et culturels. Ces droits remontent au XIXe siècle et incarnent selon Vassac la valeur d'égalité. Ces droits sont également protégés au niveau universel et au niveau régional. Au niveau universel, nous les trouvons de nouveau dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et par la suite dans l'autre pacte, le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, aussi appelé pacte 1. Au niveau régional, toutes les conventions majeures protègent les droits économiques, sociaux et culturels, avec une exception. La Convention européenne des droits de l'homme est entièrement consacrée aux droits dits de la première génération. Au niveau européen, il y a une convention spécifique, la Charte sociale européenne, qui protège les droits de la deuxième génération. Il en va de même du continent américain. Le protocole dit de San Salvador est consacré aux droits de la deuxième génération. Ce protocole complète la Convention américaine des droits de l'homme qui, elle, consacre une seule disposition, l'article 26, aux droits de la deuxième génération. Comme la première génération, les droits de la deuxième génération se déclinent en plusieurs sous-catégories. Il y a en effet 3 sous-catégories, les droits économiques, les droits sociaux et les droits culturels. Je vais dans un premier temps aborder les droits économiques et sociaux et dans un deuxième temps, la 3e sous-catégorie, les droits culturels. Les droits économiques et sociaux plongent leurs racines dans l'idéologie socialiste et communiste. Marx, en effet, était très critique des droits consacrés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc des droits de la première génération. Dans son ouvrage de la question juive, paru en 1844, Marx écrivit « Avant tout, nous constatons que les droits dits de l'homme, les droits de l'homme par opposition aux droits du citoyen, ne sont rien d'autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la collectivité. » En d'autres termes, pour Marx, qu'est-ce que c'est la liberté pour les pauvres? Pour les pauvres, la liberté de mourir de faim, la propriété. Un droit qui permet à ceux qui ont une propriété d'exploiter ceux qui n'en ont pas. En d'autres termes, les droits de la première génération ne sont pas utiles, ne tiennent pas compte des intérêts du prolétariat issu de la révolution industrielle. Anatole France exprima la même idée de façon éloquente dans son ouvrage « Le lys rouge » paru en 1894. Autre motif d'orgueil que d'être citoyen. Cela consiste pour les pauvres à soutenir et à conserver les riches dans leur puissance et leur oisiveté. Ils doivent travailler devant la majestueuse égalité des lois qui interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain. Dans cette citation, Anatole France s'en prend à l'égalité dite formelle. L'égalité formelle veut dire que tous les citoyens sont égaux devant la loi leur est applicable de la même façon. Certes, l'interdiction de mendier touche tout le monde, mais regardons les effets dans les faits. L'interdiction de mendicité touche surtout les pauvres, elle n'a aucune pertinence pour les riches. En d'autres termes, pour les pauvres, l'égalité purement formelle est insuffisante. Il faut viser une égalité dite matérielle, une égalité dans les faits, dans la réalité sociale. C'est donc la vision d'une égalité des chances, voire des résultats, qui sous-tend les droits de la deuxième génération. Pour réaliser une égalité matérielle, donc une égalité de chances, voire de résultats, l'État ne peut pas se contenter de rester passif. Il doit agir. Il doit, par exemple, fournir les biens et services les plus élémentaires à la population. Il doit aussi adopter des politiques sociales. Par exemple, il doit instaurer un système d'éducation gratuite et obligatoire. Les droits de la deuxième génération permettent donc aux particuliers d'exiger des prestations de la part de l'État. Pour cette raison, on a aussi appelé les droits de la deuxième génération droits créances ou droits épais.
L'État viole, par exemple, le droit au logement s'il laisse dormir les citoyens sous les ponts. Il viole le droit à l'alimentation s'il laisse mourir la population de faim. Nous voyons donc ici aussi une autre image de l'État, une autre vision de l'État comparée à la vision qui sous-tend la première génération. L'idéal de l'État qui sous-tend la première génération, c'est l'État veilleur de nuit, un État minimal, alors que pour la deuxième génération, la vision de l'État est celle de l'État-providence. Quels droits font partie des droits économiques d'une part et des droits sociaux d'autre part? Quand on parle de droits économiques, on désigne des droits qui sont liés au statut du travailleur, donc des personnes qui exercent une activité lucrative dépendante. Ces droits contiennent par exemple la liberté syndicale, le droit de grève, donc des droits qui visent à protéger l'action collective des travailleurs. Nous y trouvons également le droit au travail, soit la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté. Et ensuite, nous y trouvons le droit à une rémunération équitable et à une durée de temps de travail raisonnable, ainsi que la garantie de la sécurité et de l'hygiène au travail. Les droits sociaux sont indépendants du statut du travailleur. C'est donc des droits de l'homme qui reviennent à toute personne humaine. Et ces droits ont pour but de satisfaire les besoins les plus élémentaires de la population. On peut en effet identifier 4 besoins qui sont vraiment les plus importants. L'alimentation, la santé et l'hygiène, le logement et l'habillement. Ces 4 besoins sont aussi protégés dans le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, notamment à l'article 11 et 12 du pacte. L'article 11 du pacte a la teneur suivante. Les États parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. L'article 12, quant à lui, consacre le droit à la santé, compris comme le droit à la santé physique et mentale. Bien que les droits sociaux reviennent à toute personne, dans les faits, ce sont des droits qui sont quand même le plus pertinents pour les plus démunis dans la société. Cette idée a trouvé un prolongement aussi au niveau international des droits de l'homme, dans le fait qu'aujourd'hui, il y a des conventions qui sont consacrées à des groupes vulnérables, des conventions spécifiques qui protègent des groupes qui ont des besoins de protection particuliers, notamment les femmes, les enfants, les personnes faisant partie des minorités ethniques raciales et aussi les personnes handicapées. Nous avons parlé jusqu'à présent des droits économiques et sociaux, ainsi que des conventions spécifiques. Concernant ces conventions spécifiques, peut-être juste pour le préciser, elles ne font pas partie de la deuxième génération, mais la valeur, l'idée à la base est quand même celle d'une égalité aussi matérielle. Il y a des personnes qui ont besoin de protection particulière. Maintenant, qu'en est-il des droits culturels? Nous n'en avons pas encore parlé. Les droits culturels font donc la troisième sous-catégorie, les droits dits de la deuxième génération. Et l'idée de base aux droits culturels est au fond que l'identité personnelle est très étroitement liée à l'appartenance culturelle. Ces droits plongent leurs racines aussi à la pensée du XIXe siècle, à une pensée qui est critique du siècle des Lumières, qui voit l'homme plutôt comme un individu isolé. Ici, on met en avant aussi l'appartenance de la personne à une communauté ici culturelle. De façon générale, les droits culturels protègent la participation et l'accès de toute personne à la vie culturelle. Cela soulève une difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par vie culturelle ou culture. Ces termes sont difficiles à définir, controversés. On trouve des sources d'inspiration dans les travaux de l'UNESCO.
Une autre définition qui est utile a été proposée dans la déclaration dite de Fribourg. Il s'agit là d'une déclaration qui a été élaborée par un groupe de travail interdisciplinaire sous les égides de l'Université de Fribourg. Comment définit cette déclaration le terme de culture? Le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Quels droits font partie des droits culturels? Cette question est aussi controversée. On peut dire que les droits culturels sont la sous-catégorie dont les contours sont le moins bien cernés. Il y a, selon les auteurs, des conceptions plus ou moins larges des droits culturels. Si nous nous fondons sur une conception plutôt minimaliste des droits culturels, nous y trouvons les droits suivants. Le droit à l'éducation, le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. La liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices. Le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.